Salut à toi. J'espère que tu vas bien et que tu es prête pour commencer une nouvelle semaine de préparation. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo sur le service public. Cette vidéo va être structurée en 4 parties. La première partie traite de la notion générale de service public et en rappelle la définition. La deuxième partie se focalise sur les principes qui régissent le service public. La troisième partie permet de faire la distinction entre service public à caractère industriel et commercial et service public à caractère administratif. Enfin, la quatrième et dernière partie permet de distinguer les différents modes de gestion de service public. Pour commencer, rappelons la définition d'un service public. Il s'agit en effet d'une activité d'intérêt général qui est assurée par une personne publique au moyen de procédés exorbitant du droit privé. Cette notion générale est remise en cause à 2 niveaux. D'abord, elle est remise en cause par le juge administratif, qui a introduit du droit privé, à travers notamment la gestion des services publics à caractère industriel et commercial, mais aussi la possibilité de gestion des services publics par des personnes privées. Concrètement, une personne privée peut gérer un service public en dehors de tout contrat de concession par la simple soumission partielle à un régime de droit public. Cette notion générale de service public est remise également en cause par les institutions européennes, qui reconnaissent la notion de service d'intérêt général, mais ignorent la notion de service public. Selon les institutions européennes, les services d'intérêt général sont des activités de service, marchands ou non, considérées d'intérêt général par les autorités publiques et soumises ainsi à des obligations de service public. Concernant les principes qui régissent les services publics, on en distingue 3 principes fondamentaux que sont la continuité, l'égalité et l'adaptabilité, ainsi que quelques principes complémentaires. D'abord, la continuité. Ce principe de continuité a une valeur constitutionnelle, puisqu'un service public correspond à une activité nécessaire à la population qui ne pourrait être interrompue. Ce principe a 2 conséquences clés. D'abord, la limitation du droit de grève des fonctionnaires, droit qui a une valeur constitutionnelle également, et aussi des notions structurantes du droit public. On a par exemple la notion de domaine public inaliénable, la théorie de l'imprévision, qui découle de ce principe de continuité. Il y a également le principe d'égalité. C'est un principe qui a une valeur constitutionnelle et qui impose l'obligation de traiter de manière identique des personnes dans la même situation et de justifier les différences de traitement par des critères précis, objectifs et transparents. Ces critères peuvent être la conséquence d'une loi ou alors des différences de situation appréciables entre usagers. Le principe d'égalité a pour corollaire le principe de neutralité et de laïcité. Ainsi, le service public, ses agents et ses locaux doivent être dépourvus de tout signe et de toute mention à des convictions politiques, religieuses et philosophiques. Les conséquences de ce principe d'égalité se matérialisent concrètement à travers la tarification des services publics qui peut dépendre du lien de l'usager avec la collectivité ou de son quotient familial, seulement à titre d'exemple. Troisième principe fondamental, le principe d'adaptabilité. Le service public doit en effet s'adapter à l'évolution des besoins des usagers et de l'intérêt général. Ce principe a pour conséquence qu'il n'y a aucun droit acquis au maintien d'un service public, de ses modalités de fonctionnement ou de financement, et qu'il n'y a aucun droit acquis au maintien des conditions de travail et du statut des agents publics. Enfin, les principes complémentaires qui peuvent régir le service public sont le principe de transparence, c'est-à-dire l'obligation de communiquer certaines informations aux usagers, aux citoyens, le principe de qualité, c'est-à-dire la clarté, l'accessibilité et la fiabilité du service public, et enfin, le principe de participation, c'est-à-dire l'association des usagers citoyens aux décisions relatives au service public.
Troisième partie de la vidéo, la distinction entre service public à caractère administratif et service public à caractère industriel et commercial. Cette distinction est fondée sur 3 éléments. D'abord, l'objet du service public, ensuite l'origine des ressources, et enfin, les modalités de fonctionnement du service public. Pour être plus pragmatique, j'ai préparé un tableau qui permet d'expliciter ces 3 éléments de distinction pour les services publics à caractère administratif et pour les services publics à caractère industriel et commercial. Premier élément de distinction, l'objet du service public. Pour le service public à caractère administratif, l'objet du service public correspond à des activités régaliennes, indissociables de la puissance publique, comme par exemple la justice, l'état civil, la police, ou des activités relatives à la mise en œuvre de principes économiques, politiques et sociaux, par exemple l'enseignement, la santé publique, etc. Pour le service public à caractère industriel et commercial, l'objet du service public correspond à des activités de production ou d'échange de biens ou de services susceptibles d'être réalisées par une entreprise privée. Deuxième élément de distinction, l'origine des ressources. Le service public à caractère administratif est financé substantiellement par l'impôt, alors que le service public à caractère industriel et commercial est financé substantiellement par les recettes d'exploitation prélevées sur l'usager pour le service rendu. Il n'y a aucun recours à l'impôt, sauf exception. Troisième élément de distinction, le mode de fonctionnement et d'organisation. Le service public à caractère administratif est souvent placé sous l'autorité de l'Assemblée délibérante et ou de l'exécutif locaux, avec les ressources propres de la collectivité. Pour le service public à caractère industriel et commercial, le service public a un fonctionnement similaire à celui d'une entreprise privée comparable. Observation générale, les services publics à caractère administratif relèvent principalement du droit public, alors que les services publics à caractère industriel et commercial relèvent principalement du droit privé. Dernière notion que je souhaitais aborder dans cette vidéo, c'est les modes de gestion des services publics. Puisque le principe de libre administration a une valeur constitutionnelle, les collectivités locales ont une totale liberté pour choisir le mode de gestion du service public, des services publics, qui leur convient. Il y a toutefois 2 limites à ce principe de libre administration et plus précisément de liberté de choix du mode de gestion. D'abord, dans certains cas, la loi ou la jurisprudence impose que l'activité soit gérée par la collectivité sans possibilité de délégation. C'est par exemple le cas des activités exercées au nom de l'État, l'état civil ou les élections. Ou encore les activités régaliennes comme l'hygiène, la police, etc. Deuxième limite, c'est que la collectivité ne peut créer un établissement public que si la loi le prévoit. Donc, elle ne peut gérer un service public à travers un établissement public que si la loi le prévoit. Il y a 2 grandes catégories de modes de gestion. D'une part, les modes de gestion intégrés et d'autre part, les modes de gestion externalisés. Concernant les modes de gestion intégrés, il y a 5 possibilités de gestion intégrée. D'abord, la régie simple. La régie simple correspond à une gestion placée sous l'autorité directe des organes de la collectivité, assemblée délibérante et exécutive, au sein de ses services, par ses agents et en finançant le service public avec le budget principal de la collectivité. La régie autonome correspond à une gestion du service public par une entité dotée d'un budget autonome mais qui reste annexé au budget principal de la collectivité et qui est donc voté par l'assemblée délibérante de la même collectivité. Troisième possibilité de gestion intégrée, la régie personnalisée. Dans ce cas, le service public est géré par une entité dotée de la personne morale qui est donc distincte de la collectivité et d'un budget propre voté par son conseil d'administration. La quasi-régie
ou in-house correspond à une gestion du service public par un établissement public, une société publique locale ou une société publique locale d'aménagement. Enfin, il existe un dernier cas qui est la coopération publique. Il s'agit d'un mode de contractualisation en dehors du cadre des marchés publics. Et pour terminer, il existe les modes de gestion externalisés. Donc, pour résumer, il y a d'une part les délégations de services publics et d'autre part les marchés de services publics et les contrats de partenariat. Ces deux derniers ne seront pas traités dans cette vidéo. Je présenterai une autre fois une carte mentale spécifique. Je préfère me concentrer sur la notion de délégation de services publics qui repose sur un point clé qui est le transfert du risque d'exploitation de la collectivité à l'opérateur privé. Et pour être plus explicite, j'ai préparé un tableau récapitulatif qui permet de clarifier les différents modes de délégation de services publics. Deux dimensions à considérer. La nature de l'investissement. Est-ce qu'il est porté par un opérateur privé ou porté par l'autorité publique? Première dimension. Deuxième dimension, rémunération par l'usager, rémunération par la collectivité. Lorsque l'investissement est privé et que le service public est rémunéré par l'usager, on parle de concession, puisque les investissements privés sont amortis sur la durée d'exploitation prévue au contrat de délégation. Par contre, lorsque l'investissement est public et on reste toujours dans le cas d'une rémunération par l'usager, on parle d'affermage, où il est possible de verser une redevance à la collectivité en contrepartie des équipements et des biens remis à l'opérateur privé. Enfin, il existe la possibilité de régie intéressée lorsque l'investissement est public et que la rémunération est assurée par la collectivité. Et quand on parle de rémunération, il s'agit en réalité d'une rémunération qui dépend de critères d'intéressement. Cette régie intéressée fonctionne pour le compte de la collectivité et sous son contrôle. Un dernier cas qui correspond à celui d'un investissement porté par un opérateur privé avec une rémunération par la collectivité n'est pas traité ici, il correspond à d'autres montages contractuels. Voilà, maintenant tu sais presque tout sur le service public. Dans les prochaines vidéos, je te parlerai d'autres notions qui gravitent autour de l'action administrative, contrôle de légalité, pouvoir de police, déontologie du fonctionnaire, ou encore distinction entre domaine public et domaine privé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à la liker et à la partager largement, et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre l'actualité de la chaîne et avoir accès à toutes les dernières vidéos. À très bientôt!